Bonjour à tous, c'est Tambour Battant consacré à la rentrée littéraire, avec 4 romanciers dont vous n'entendrez peut-être pas beaucoup parler, mais qui pourtant nous ont absolument séduits, sur le thème « Quand l'intime rencontre le politique ». Et nous avons invité d'une part Aude Lancelin, qui est l'auteur de La Fièvre, ici au Lien qui libère. Ensuite Béatrice Commanger, qui est l'auteur de Alger rue des Bananiers chez Verdier. Nicolas Dufour, qui est l'auteur de L'espion de mon père, aux éditions Helvétius, et puis Céline Debelle, qui est l'auteur des Grandes Poupées, Les Grandes Poupées, aux éditions Arléa. Alors, Aude Lancelin, on va commencer avec vous. Je dois dire que, bien sûr, on ne vous présente plus d'une certaine façon, puisque vous êtes agrégée de philosophie, journaliste, vous avez été directrice adjointe de Marianne, puis de l'Observateur, ou l'inverse, je ne sais pas. Vous avez été ensuite au 1 Hebdo, vous avez été animatrice de Là-bas si j'y suis, vous avez été la directrice de Média. Média, c'est la télévision de Mélenchon. Puis ensuite, ou de LFI, je ne sais plus. Et vous avez démissionné avec quelques bruits en avril 2019. Et maintenant, vous animez une télévision sur la Web TV qui s'appelle QG. Alors, je dois dire que quand j'ai pris votre livre, je me suis dit, oh là là, ça va être politique. Moi, je ne suis pas tout à fait dans ces eaux politiques, donc ça va peut-être pas aller. Et puis, je dois dire que petit à petit, cette description de ce gilet jaune de la Creuse que vous avez rencontré et qui nous permet au fond de comprendre ce qui peut se passer dans un des départements les plus pauvres de France, avec ce type qui est un électricien, qui vient sur les Champs-Élysées et qui lance un pavé sur les flics et qui bien sûr se fait arrêter, condamner, avec tout ce qui en ressort, et qui en même temps vient de se faire laisser par sa compagne. Il y a quelque chose de l'intime de cet homme, peut-être qui aurait pu être plus travaillé, mais qui est très intéressant, parce qu'on comprend ce qui peut se passer dans la tête d'un homme comme ça. Et en face de lui, le deuxième protagoniste de votre livre, qui est un journaliste de Libération, qui vous permet de prendre de la distance par rapport à certains clichés que vous utilisez dans votre livre, mais certains clichés concernant tout ce que la classe médiatique a pensé du système des gilets jaunes, en disant oh oui c'est très bien, oui c'est très mal, qu'est-ce que ça signifie, bien sûr c'est des crétins, etc., etc. Alors, moi, je trouve que ces deux personnages sont extrêmement intéressants parce que ces deux personnages vous permettent d'entrer au fond, dans le cœur de la manière dont cette conjoncture a touché, au fond, la France. Et j'aimerais vous demander, est-ce que, quand vous avez commencé votre projet, vous aviez en tête le fait qu'il fallait décrire l'intimité de deux personnages pour nous faire comprendre ce qui se passait dans les Gilets jaunes ? Oui, absolument. Oui. Bon, d'abord, c'est vrai que le livre naît d'une rencontre véritable avec cet électricien de la Creuse. Vous l'avez rencontré réellement ? Oui. J'ai assisté à son arrestation sur les Champs-Élysées la première fois que moi-même j'y allais en tant que journaliste, le 24 novembre 2018. Et évidemment, j'ai assisté à son arrestation, j'ai pris des photos très saisissantes, j'ai souhaité les transmettre à cette personne, j'ai retrouvé sa trace grâce à un photographe de l'AFP, et je suis entrée en contact avec lui, voilà. Donc lorsque j'apprends le destin tragique de ce garçon, 6 mois plus tard, puisqu'il va se suicider. Ah bah vous donnez déjà la fin du livre. Vous savez, quand on a un roman, et vous dites oui, c'est pas un polar. C'est comme, toute proportion gardée, c'est comme Madame Bovary, hein, où on sait comment ça se termine, mais bon, voilà. Ouais. L'intérêt, je pense, n'est pas dans le suspense. Et donc, effectivement, lorsque j'apprends la mort de Johan, donc en mai 2019, je suis à ce point bouleversée que je décide d'écrire et je me mets à l'écriture 1 mois et demi plus tard. Et je vais vraiment, effectivement, prendre le fil romanesque du destin de ce garçon pour essayer de tendre une dernière main à tous ceux
qui soient trentenaires parisiens, journalistes, travaillant dans la com, dans l'édition, dans la mode, etc., qui n'ont rien compris à ce qui se passait parfois à quelques quartiers de chez eux le samedi, qui se sont laissés totalement avoir par la propagande massive des médias du CAC 40, pour transformer ces gens en bêtes sauvages, en antisémites, en extrémistes, en tout ce qu'ils n'étaient pas. Et à travers ce livre, effectivement, je leur tends une main. Ce livre, c'est un livre pour franchir la barrière de l'incompréhension, la barrière des classes. Et d'une certaine façon, moi aussi, en écrivant ce livre, c'est une expérience que j'ai tentée. Parce qu'évidemment, étant journaliste depuis longtemps, ayant navigué dans ces milieux-là, je connais mieux l'univers des salles de rédaction parisiennes et toutes les horreurs qui s'y passent que ce qui se passe dans une ferme de la Creuse, volet fermé, quand quelqu'un est en train de sombrer dans la dépression parce qu'il a vraiment cru que ce mouvement allait changer enfin sa vie. Donc moi aussi, d'une certaine façon, j'ai tenté cette expérience en entrant dans la psyché de ce personnage qui m'a énormément touchée. Alors justement, donc, ce personnage, Johan, effectivement, c'est un des rares qui soit attachant dans le livre, parce que là, il y a une galerie. Moi, je suis ravi de voir la galerie de portraits, parce que tout le monde en prend pour son grade. Il y a quand même là un joli musée des horreurs, du pathétique. Alors, on pense à Bourdin, le sociologue. Ça, c'est une caricature, hein, non Vraiment? Il y a peut-être quelques noms qu'on pourrait mettre derrière. Au début, je me suis dit c'est Badiou. Puis je me suis dit non, elle aime trop Badiou pour que cet intellectuel soit Badiou. Bien vu. Ça commence par un B. Donc, Eliel, évidemment, le journaliste, qui est quand même pathétique à souhait. Il y a le journal Libération, qui est un petit peu écorné aussi. Donc, il y a ce Johan, et ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il est aussi attachant par son intégrité, parce que c'est vrai qu'il est intègre, c'est un des rares personnages intègres, intégrité quasi ontologique, mais que répulsif par exemple, sa jalousie, mais pathologique, vis-à-vis de sa compagne, etc. Et puis vous le dites à un moment, son envie permanente de la vie des autres, c'est une bombe à fragmentation, de frustration, rentrer, remâcher, etc. Et vous le dites à un moment, il en était venu à envier la vie de n'importe qui, n'importe quel homme marié, mal marié, de n'importe quel père de famille, coincé dans la plus commune et même la plus mortelle des existences. Et finalement, évidemment, ça nous rend moins sympathique, mais c'est ce qui lui donne son humanité. Oui, alors je fais un petit pas en arrière. Effectivement, il y a une galerie de portraits parisiens assez terrible, mais d'une certaine façon, et là encore, toute proportion gardée, je dis ça humblement, j'ai mis mes traces dans celle de l'éducation sentimentale de Flaubert, où vous avez les journées de 1848 au cours desquelles la bourgeoisie parisienne va véritablement mitrailler les ouvriers qui se sont soulevés sur le pavé parisien. Et il y a une galerie de portraits. Et pourtant, Dieu sait si Flaubert n'était pas un progressiste, n'était pas un homme de gauche. Vous le citez en épigraphe. Dieu sait. Je ne suis pas sûr qu'il aurait aimé voir les Gilets jaunes à Croisset, moi, je ne crois pas. Mais il n'empêche que dans l'éducation sentimentale, il fait une galerie de portraits de la bohème parisienne et des intellectuels parisiens complètement dépassés par la situation, qui n'est pas sans rapport avec ce que je tente de faire. Mais il est certain que, évidemment, j'ai voulu, pour introduire de la complexité, je ne voulais pas faire un gilet jaune, héros prolétarien. C'est quand même un héros prolétarien, parce que Johan, vous le décrivez à un moment, vous dites que c'est le Christ en croix. Ce qui n'est quand même pas mal. Le Christ en croix, petit à petit, quand on va vers son suicide, puisque vous avez révélé son suicide à la fin, on se rend compte que cette fascination pour la mort, c'est l'homme absolu. C'est l'homme que vous révérez. C'est l'homme qui est capable, effectivement, de transcender toutes les différences pour essayer, parce qu'il est intègre, et au fond, être au service d'une cause qu'au fond, plus personne ne sert de façon honnête. Il y a de ça. Alors, c'est le journaliste qui... une fois qu'il est face à lui,
au fin fond de la Creuse. Il va se transformer, le journaliste, ce qui est positif. Je le dis à Tudoret, parce qu'il a Tudoret a dit, journaliste de Libération, oui, mais il se transforme. Ah non, je n'ai pas dit ça. Je sais qu'il se transforme. Le voit finalement d'un seul coup à une espèce d'apparition et le voit comme une sorte de Christ en croix. Donc c'est évidemment subjectif et lié au moment qu'ils sont en train de vivre. Mais c'est vrai que, oui, moi dans ce mouvement, à partir du moment où j'y entre pour l'observer, où je vais rencontrer toutes sortes de gens, que ce soit dans les émeutes parisiennes ou sur les ronds-points, sans aller jusqu'au bon sauvage rousseauiste, parce que c'est pas du tout mon propos et je les idéalise pas du tout. Et d'ailleurs, je monte dans des scènes très violentes entre eux, dans des assemblées de ronds-points, qu'il y a des gens parfois tout sauf recommandables et que, comme disait Nietzsche, populace en haut, populace en bas, il faut idéaliser personne. Il n'empêche que dans ce mouvement, j'ai quand même rencontré des gens d'une innocence et d'une fougue extrêmement rafraîchissante. Ça tranche avec effectivement la harangue du trotskiste là, autour du rond-point qui est gratinée quand même. Effectivement, elle dit bien, là, pour le coup, la manipulation autour de Vienne-Lune qu'on connaît bien. Mais moi, je vous rends justice pour la description sans phare de ce qui peut se passer sur un rond-point, puisque donc le journaliste de Libération va venir sur ce rond-point où est cet électricien, c'est l'électricien qui l'amène, il y a un certain nombre de gens qui disent « mais qu'est-ce que tu viens foutre là on n'a pas besoin d'un journaliste comme ça », il se fait engueuler, et l'électricien veut défendre la présence honnête de ce type qui vient regarder, et c'est très difficile, il est très isolé. Donc vous vous rendez compte bien, je dirais, d'une espèce de frustration, d'amertume totale du milieu gilet jaune sur le rond-point. Et bien sûr, votre héros sort magnifique, mais en même temps, ça donne une idée extrêmement dure, disons, de ce que sont les personnages qui ont été les gilets jaunes. Mais oui, parce que, comme je le disais, c'est la raison pour laquelle il ne faut idéaliser personne. Parce que moi, quand vous n'avez rien, quand vous êtes totalement démuni dans des situations de précarité extrême, vous en venez parfois à envier n'importe qui et à être englué dans un ressentiment profond. Donc ça existe, bien sûr, chez certains dans ce mouvement. Il n'empêche que ces gens ont dû redécouvrir seuls, à main nue, comment construire un collectif, alors que toutes les formations syndicales, politiques ont été détruites depuis 40 ans dans ce pays. C'est quand même ça, là, sans parler de l'instruction publique aussi, qui s'est beaucoup dégradée. Et que du coup, ils se sont heurtés à tous les obstacles. Et à Macron, alors parce que vous en faites une description. Et à Macron. Vous avez une formule que j'aime bien, hein, Macron, garçon d'étage du capital. Ça, je trouve bien joué. Garçon d'étage du capital, haï, spectre honni, qui hante un peuple régicide. Bien vu. Mais en même temps, comme c'est développé, si vous voulez, quelquefois avec des phrases de propagande, je pensais à mon ami Patrick Tudoret, qui n'a pas mes positions politiques, et je me disais, il doit être énervé. On n'est pas si loin sur plein de choses. Hein. Non, il doit être énervé, non ? Non, pourquoi pas du tout. Non, je viens par cette critique un peu systématique. Vous savez, alors d'abord, cette critique-là... Je ne suis pas macronien, loin de là. Cette critique-là, elle est le reflet de ce qui s'est dit pendant 1 an et demi dans le mouvement des Gilets jaunes. Hein. Il y avait vraiment une fixation sur la personne du président pour des raisons profondes, d'ailleurs. C'est complexe, parce qu'il vient de la banque, parce que sa vie privée, sa vie intime, à la fois fascine et trouble les gens. Le fait qu'il soit marié avec une femme qui était sa professeure, etc. Ouais. Et il concentre une haine que ni Chirac ni Sarkozy n'ont jamais concentré. Qui est quand même... alors on peut l'expliquer effectivement par certains rouages, vous le dites, mais qui est quand même assez incompréhensible, même si on n'est pas macronien. Enfin, c'est délirant, au sens le plus strict. Et c'est vrai que ça procède de ce qu'en rhétorique on appelle une induction, c'est-à-dire qu'à partir d'un cas singulier, on généralise. Donc c'est les banquiers, les riches, et effectivement cette pensée vague dont parlait Léo Strauss déjà, ou Christopher Lasch par exemple, eh bien cette pensée vague a quand même beaucoup animé le mouvement des Gilets jaunes. Ce qui m'a frappé, je voudrais vous entendre sur une dernière question qui est votre initiation à l'épreuve du réel. Parce que vous expliquez que le journaliste de Libération s'initie progressivement au réel quand il vient voir ces gilets jaunes de la Creuse.
Son voyage dans la Creuse, d'ailleurs, étonne sa rédaction en lui disant « Mais reviens, qu'est-ce que tu vas foutre longtemps comme ça dans la Creuse ?» Et je voudrais savoir si vous avez vécu vraiment ça, c'est-à-dire cette impression qu'il y avait quelque chose qu'on ne connaissait pas, ou que ces gens de Paris ne connaissaient pas, et dont ils auraient eu besoin, au fond, de prendre véritablement toute la mesure. Alors oui, tout à fait, parce que moi, alors effectivement, contrairement au héros journaliste du livre, qui est apathique, qui est très fier de sa condition de jeune journaliste du CFJ, etc. Moi, évidemment, j'ai jamais été dans ce genre de... Parce qu'on n'a pas la même provenance sociologique. Voilà, sûr, moi, ouais. je connais, il se trouve, pour des raisons familiales, je connais les gens du peuple. Et donc, je n'en ai pas peur. Il n'empêche que, quoique les connaissant, quand j'arrive dès le 24 novembre 2018 sur les Champs-Élysées, j'ai appris énormément de choses. Mais même en 4 heures, en réalité, de discussion avec les gens, vous aviez déjà compris dans quelle direction on allait. Vous aviez compris que c'était des gens qui n'étaient pas politisés, qui manifestaient pour la première fois, que c'était des gens du peuple, du cœur de la province. Et vous pouviez déjà mesurer à quel point le discours médiatique en train de se construire sur les chaînes d'information était mensonger. Alors ce livre s'appelle La Fièvre, il est dû donc à Aude Lancelin et il est publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Donc Béatrice Comanger, autant le dire d'emblée, donc vous êtes depuis plus de 30 ans une quinzaine de livres, quelqu'une que je cite volontiers dans mon panthéon personnel. Voilà, ça vous le savez. Je l'avoue, et vous le savez, je suis un fan depuis le premier opus. Donc bon, et donc là que j'ai lu, qui était Alexandrine, à table ronde, il y a déjà pas mal d'années, qui était un petit bijou. Auparavant, il y avait eu 2 belles incursions chez dans 2 de vos jardins favoris, La Danse de Nietzsche chez Gallimard, Henri Miller, Ange, clown, voyou chez Plon. Ensuite, il y a eu chez Gallimard, toujours dans la collection L'Infini, il faut préciser, celle de Solers, L'Homme immobile et Il ne pleut jamais naturellement. Et puis cet autre jardin, puisque vous aimez les jardins d'écrivains, celui de Rilke, avec en face du jardin, justement, 6 jours dans la vie de Rainer Maria Rilke. On citera encore Une vie de paysage, paru chez Verdier, qui vous a valu d'ailleurs en 2016 le Grand Prix de la critique littéraire. Et puis, avec ce nouveau livre, donc, que vous avez longtemps médité, parce que je sais que ça fait longtemps que vous y pensez, c'était revenir donc à un ciel et un paysage de votre propre enfance, et vous nous convoquez donc sous ce ciel. Que représente-t-il ce livre des origines pour vous ? Effectivement, cette approche est différente de celle... J'avais remarqué que dans presque tous mes livres, il y avait des petites touches comme ça, des petites allusions à l'enfance, au réel de cette enfance vécue. Mais vécue vraiment d'une manière, justement, surtout pas politisée, oui. Surtout pas historique. Je pense dans Alexandrine, évidemment. Voilà, sûr. Dans Alexandrine. Oui. Ma grand-mère s'appelait Alexandrine, voilà. C'est pour ça que j'avais appelé ce livre. Mais c'était essentiellement quand même un livre sur Alexandrie. Et sur la bibliothèque et la route, quoi. Les 2 voies que je trouve assez intéressantes dans le monde, la bibliothèque et la route. Mais et là, il y a après avoir, parce que Laurence Durel, Le vie de paysage, c'est la vie de Laurence Durel. Oui. Et déjà là, si j'avais choisi Laurence Durel, bon, d'une part, c'était parce qu'il faisait partie de ce panthéon littéraire de Miller, Anaïs Nin, Durel, bon, qui m'ont lancé littérairement, quoi, finalement. Mais c'était aussi parce que Durel avait quitté son Inde coloniale à 11-12 ans. Et c'était exactement le même âge que moi, donc je m'étais dit, tiens, en plongeant là-dedans, et il avait eu un peu, il n'était jamais retourné, il n'en parlait jamais, enfin, je trouvais qu'il y avait vraiment une correspondance. Donc là, j'ai voulu attaquer ça de front, mais en allant vraiment à la source, c'est-à-dire à la source de l'histoire de l'Algérie française. Parce que tout à coup, je me suis rendu compte que cette Algérie française, bon, je sais pas, je me suis transportée dans 300 ans, et je me suis dit, mais c'est quoi 130 ans, quoi ? Bon, ben, l'Algérie, elle a été française, voilà, donc elle a vécu... Béatrice Comanger, peut-être qu'on peut dire que l'expression Algérie française avait pris
compte tenu des événements de 54 à 62, un tour politique très particulier. C'est-à-dire qu'on considérait que l'Algérie française, c'était les gens qui défendaient l'Algérie liée à la France et qui, en conséquence, avaient un engagement politique très à droite. Et en fait, votre livre montre, par exemple, qu'il s'agit d'autre chose. Il s'agit, au fond, de tout ce qui s'est passé depuis, au fond, le moment de la colonisation jusqu'au moment... Alors, peut-être pas de la liberté de l'Algérie, 62, mais 61, puisque vos parents vont... Non, 62. Je dirais 61, parce que vos parents, j'ai lu le livre très attentivement, vos parents quittent avant 62, été 61. Et dès l'été 61, et donc on a l'impression, si vous voulez, que ce que vous voulez faire, c'est nous faire comprendre ce qui se passait dans la tête d'une petite fille à l'époque, pendant ces 10 premières années, de 54 à 61. Et là, je dois dire que c'est très réussi, non seulement sur le plan littéraire, mais c'est très réussi parce que sur le plan politique, ça nous fait comprendre ce qui s'est passé dans l'attachement d'un certain nombre de Français à l'Algérie qu'ils habitaient, et pourquoi, même chez quelqu'un comme vous, aujourd'hui, des dizaines d'années plus tard, il reste quelque chose de cette Algérie depuis 1830. C'est-à-dire depuis que vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, que vous avez recherchés, sont venus habiter en Algérie. Oui, il reste quelque chose, mais c'est tout le contraire quand même de la nostalgie, moi. Voilà. Mais parce que j'ai l'impression, en travaillant là-dessus, que toute expérience est obligatoirement singulière, mais quand je parle avec des pieds noirs à peu près de ma génération ou même avant, c'est très rarement on a affaire à ah oui, mais il y avait la communauté juive, les Européens et puis les Arabes, et puis ça se mélangeait pas. Et moi, ça, c'est le miracle de la vie et de la singularité. Par hasard, je suis née, c'est pour ça que je voulais absolument avoir cette rue des Bananiers. Je me dis, cette rue des Bananiers, c'est ma bénédiction d'être née dans cette rue des Bananiers, alors que c'était plutôt un quartier vraiment européen, normalement. Enfin, il y avait un peu de tout quand même. Mais il se trouvait qu'à côté de chez moi, il y avait une maison qui abritait 3 familles dans la même maison qui étaient kabyles, noirs et mozabites. Donc déjà, ça faisait 3. Ils parlaient pas la même langue. Enfin, toute petite, quand on comprend. Et mes parents me laissaient aller là, alors qu'il y avait des parents beaucoup plus sectaires, quoi. Et il s'est trouvé aussi que mes meilleurs amis, ça c'était juste les voisins, comme ça, cette espèce de présence multiculturelle. Et après, mes amies étaient des Algériennes, mais en même temps, j'ai été à une école où il y en avait moins. Voilà, il y avait tout ce mélange. Parce que en même temps, le livre est l'histoire d'un bonheur. On a l'impression que vous avez été heureuse. Oui. Vous avez été heureuse en Algérie. C'est ça et vous nous dites, voilà, ça se passait facilement, avec des gens de toute origine, donc comme vous l'avez dit, avec des populations différentes. C'est singulier, je veux vraiment... On descendait les escaliers, le cinéma, le hula-hop, et on voit toutes les époques. L'Amérique comptait beaucoup plus que la guerre. Hein. Le rêve américain, le cinéma, etc. Non, c'est-à-dire que ce que j'ai ma gageure, c'était à la fois, parce que, bon, il y a aussi la dimension, c'est la première fois que je me coltais à ça, vraiment historique. Je pars de 1860, c'est-à-dire que là, moi, j'ai qu'une, sur mes 4 branches, quoi, des 2 grands-parents, il n'y en a qu'une qui remonte loin. Mes 2 grands-pères étaient français. Mais il n'y en a qu'une qui remonte loin, c'est mon arrière-arrière-grand-mère maternelle. Donc je pars de là. Et là, je suis partie des lieux. J'ai dit, comment on peut raconter la guerre sans prendre parti d'une certaine façon. Et j'ai fait des arrêts sur image de massacres. Mais en même temps, vous êtes une dame du 19e siècle. Oui. Parce que l'atmosphère de votre enfance, vous l'écrivez telle qu'elle, c'est le 19e siècle. Voilà. C'est un 19e siècle qui s'est continué jusqu'à votre enfance. En écrivant, j'ai pris conscience que mes parents... Moi, je pense que dans l'Algérie, ce qu'on appelle l'Algérie française, apprenons-le comme un moment historique, il y a eu une période bénie qui est le centenaire. Le 1930. C'est-à-dire que là, après la Grande Guerre, où quand même là, il y avait eu, on le voit sur les monuments aux morts, pratiquement, souvent c'est dans les villages, il y a moitié soldats musulmans, moitié européens. Donc on a l'impression que ça va marcher, quoi. Ça y est, le pays est né avec... Et mes parents
sont nés là, ont grandi dans cette atmosphère. Et je me suis rendu compte que ma mère voulait absolument que j'ai la même enfance qu'elle. Alors j'avais eu beau naître finalement au début de la guerre d'Algérie, enfin de ce qui s'appelait les événements, malgré ça, elle voulait que je sois aussi heureuse, donc elle m'a fait vivre comme elle a vécu dans son petit village de Ménerville, où là, certainement, c'était encore plus mélangé. Et c'est il y a quand même la présence du politique, il faut quand même le dire, parce qu'il y a la bombe au Milk Bar, qui est tout près de votre, de votre rue des Bananiers, et en conséquence, cette bombe, avec la réaction forcément de tout le monde, la peur, vous décrivez au fond cette situation où la petite fille, bien sûr, ne comprend pas très bien tout ce qui se passe, mais en même temps, voit les conséquences d'un conflit qui est en train de se développer. Tout à fait. Et là, je ne suis pas d'accord sur les 61-62, parce qu'il y a cet épilogue. Moi, je dis c'est quand même 62. Si on prend l'histoire, c'est vraiment 62. Et j'ai eu la chance, parce que je pense que si mes parents n'étaient pas partis, justement découragés, mon père a dit « je n'y crois plus, ça sera fini ». On rentre en 61. Si j'avais vécu, moi j'ai beaucoup d'amis qui ont vécu l'année 61-62, c'était vraiment horrible là. On pouvait, même quand on habitait dans des quartiers un peu privilégiés, on pouvait marcher sur un cadavre le matin en allant à l'école. Enfin, donc ça aurait été difficile de conserver cette âme, cette joie. Alors il y a une double distance que vous arrivez à occuper, qui est le fait que d'une part, c'est une bibliothèque entièrement consacrée à l'Algérie qui existe chez votre père. Il y avait un mur entier, un couloir entier plein de livres sur l'Algérie. Et de la même manière, vous faites référence à tous les écrivains qui sont passés par l'Algérie. Et tous ces écrivains sont présents dans le livre, qu'il s'agisse de Maupassant, qu'il s'agisse de Fromentin, cher à Patrick Tudoret. Vous étiez au lycée Fromentin. Voilà. On trouve finalement tous les écrivains qui ont eu plaisir finalement à être dans l'Algérie française. Et puis surtout au début, comme ça. Le premier, là c'est pas un écrivain, c'est Delacroix, hein, c'est quand même le premier, qui foule ce sol d'Alger. Là je me suis limitée aux lieux où ont vécu. Pour éviter les généralités. Mais Monterland, j'adore le titre de Monterland, c'était « Il reste encore des paradis ». C'était vécu comme ça. Monterland, c'est beaucoup plus tard. Mais justement, c'est 1930, 40, avant la guerre, après la guerre. Puis il y a eu surtout 45, quoi. Il y a la première révolte sétif des Algériens. Donc là, qui a été réprimé très, très violemment. Et je ne sais plus qui était au pouvoir. Vous le dites d'ailleurs, à partir de ce moment-là, rien ne serait plus comme avant. Ça, c'est en 54, carrément, ce qu'on a appelé les événements. C'est la Toussaint sanglante. Et 45, bon, on a cru entre... D'ailleurs, je ne sais plus qui était au gouvernement, qui avait dit, bon, je peux vous donner la paix pour 10 ans, mais ça ne durera pas plus. Oui. Et ça a été vraiment ça. Ça a été vous dites à un moment donné que la géographie l'emporte sur l'histoire. Pour un enfant. Pour un enfant, exactement. Ben oui. Et donc, effectivement, vous nous décrivez les lieux plutôt que ce qui se passe. Mais en même temps, la politique est présente. C'est-à-dire, en même temps, j'ai senti dans votre livre que vous écriviez ce livre avec la conscience parfaite de ce qui s'était passé du point de vue des différences qui commençaient à se développer. Ah ben oui, non, mais surtout même moi, à 8 ans, quand il y a eu De Gaulle qui est venu libérer, et surtout ce qui était un petit peu, mais qui a désarçonné tous les pro-Algérie française. Voilà, c'est le changement de Gaulle, que vous racontez très bien. Alors je comprends pas, quand on votait oui, c'était bien, puis maintenant on vote non pour voter oui. Tu vois, ça, il faut quand même dire, à un moment, enfant évidemment, très jeune gamine, vous avez fomenté quand même l'assassinat de De Gaulle. Oui, c'est vrai. Ah oui, je raconte ça, c'est vrai. Mais je me revois là en train de marcher et j'ai dit, mais dans le fond, si c'est un enfant qui va on ne se méfiera pas d'un enfant. Ah oui, oui. Et donc, ce qui est bien dans votre livre, justement, c'est que vous pourfondez un certain nombre de clichés, évidemment, et vous parliez de l'entre-deux-guerres. Par exemple, contrairement aux clichés un peu tenaces, la plupart des pieds noirs étaient des gens modestes. Oui, et qui votaient d'ailleurs majoritairement à gauche, ils ont été très Front Populaire. Oui, oui. Voilà. Bah oui. Les colons, d'ailleurs, moi j'étais pied noir par ma mère, et père breton, et donc moi je me souviens très bien que dans ma famille, ils parlaient des colons. Les colons, c'était les riches, c'était les colons, voilà, qui possédaient des terres incroyables, etc. Et ma famille travaillait pour les colons d'une manière tout à fait modeste. Donc, bon, il faut rappeler ce genre de choses. Et votre livre est très bien équilibré, je trouve.
Mais en même temps, il montre très bien comment, à l'époque, il y a des choses qui, aujourd'hui, sont très importantes et qui commençaient à naître. Je pense au djihad, par exemple. Vous nous racontez la révolte de Beni Manasser en 1871, avec déjà un moment où on parle de djihad. Oui, il y a le mot. Moi, j'ai découvert ça. Voilà, le mot djihad. Ça veut dire que, en fait, ça puise très profond. L'événement qui est en train de se passer aujourd'hui puise très profond dans l'histoire de l'Algérie. Oui, exactement. Et explique le comportement d'un certain nombre de gens. Ensuite, il y a eu aussi les sauterelles en 1866, avec ce que ça a représenté. Oui, non, mais c'était terrible. Entre 66 et 70, il y a eu les sauterelles. Après, il y a eu une sécheresse. Et une famine. Il y a une famine. Moi, j'ai trouvé des journaux anglais qui en parlaient. Parce que les gens mouraient, comme ça, ils venaient mourir aux portes d'Alger. Ça devait pas. J'ai essayé d'imaginer mon arrière-arrière-grand-mère là, qui était à Cherchel, comment c'était vécu. Mais justement, j'ai pas voulu faire un roman historique. Il y a beaucoup plus de questions. Oui, Béatrice Commenget, alors justement, comment est-ce que vous expliquez que cette Algérie-là, que vous décrivez, n'est plus présente aujourd'hui dans la conscience des Algériens, ou à peine, parce qu'il n'en parle qu'à travers le cliché du colonialisme, mais il n'en parle pas à travers la vie réelle mélangée des Français d'origine et des musulmans, des arabo-musulmans. Et d'autre part, de la même manière que les Juifs n'existent pas dans l'histoire de l'Algérie aujourd'hui. Comme si on avait effacé toute une partie de la population. Pour moi, je ne sais pas, peut-être que ça ressurgira. Là, les vivants sont en train de mourir, là, les derniers, parce que même moi, voilà, bientôt, il n'y en aura plus qui auront connu vraiment, même enfant, l'Algérie. Donc ça compte. Et puis après, il y a quand même un courant qui était normal d'ailleurs, anticolonialiste, et puis maintenant c'est inaudible. Mais quand même, je crois, dans le réel, je sais pas, on en parlait, les pieds noirs qui reviennent en Algérie sont très bien accueillis. Ouais. C'est ce qu'on sent aussi bien dans, je sais pas, j'avais. Et il y avait des amitiés qui ont perduré parfois, des trucs tout à fait étonnants. Oui, et puis moi-même, je suis retournée qu'une seule fois, mais il y a très longtemps, en 78. Et 78, je me sens. C'est complexe. J'avais très peur parce que 78, c'était très près de 62 finalement. Maintenant, je me rends compte que ça faisait à peine 16 ans. Et donc, je m'étais dit, on doit être très très mal vu. Et je ne disais pas que j'étais née là. Mais puis peu à peu, que j'ai commencé à le dire quand il me paraissait sympa. Et finalement, c'était, alors là, les bras ouverts. Ça c'était facilitait au contraire. les choses. Ouais. Alors pour découvrir une autre Algérie, mais pour lire aussi de la bonne littérature, Béatrice Commenget, Alger, rue des Bananiers, aux éditions Verdier. Alors Nicolas Dufour, on va continuer avec vous, L'espion de mon père. Alors pourquoi L'espion de mon père? C'est parce que vous avez vraiment voulu introduire, je dirais, non seulement du littéraire, mais dans l'intime, le politique. Votre père est un politique. Michel Dufour a été vice-ministre de la Culture. Il a été dans le gouvernement Jospin. C'est un communiste. Et il a joué un rôle assez important dans la vie intellectuelle du Parti communiste français, mettant à distance un certain stalinisme et tentant, autant que faire se peut à l'intérieur d'une organisation comme celle-là, de lutter contre tout ce qui est le plus sectaire. Et en même temps, vous essayez, au fond, de réfléchir à ce que fut son histoire à travers un roman où vous mettez en scène un espion, Octave, qui est rencontré par votre héros. Votre héros, c'est le jeune du Moulin, ou le jeune du Four, je ne sais pas. Le narrateur est pas cité, on connaît ni son prénom ni son nom. Mais son père s'appelle Dumoulin. Le père s'appelle Michel Dumoulin. J'ai quand même le droit de penser qu'il s'appelle Dumoulin. C'est explicite, c'est Michel Dufour, c'est mon père. Donc, ce Dumoulin jeune, donc, va être au fond victime des interrogations d'un espion qui veut tout savoir sur son père. Et grâce à ça, grâce à cette manière de raconter, vous essayez au fond non seulement de le mettre en scène, mais je dirais petit à petit de nous révéler ce qu'a été votre sensation d'une politique que vous ne compreniez pas totalement, parce que vous n'êtes pas un être politique, et vous faites de la littérature, et que c'est un roman qui met en scène un héros qui s'interroge
sur les engagements de son père, sur l'incompréhension et sur les inégalités qu'il y a entre son père et sa mère. Sa mère le rabroue parce qu'il n'a absolument aucun sens pratique, mais par ailleurs, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est la pensée politique. Absolument, oui. Il faut quand même un préalable. Quand je vais parler de mon père, je vais parler essentiellement, en tout cas je vais essayer du personnage. Parce que, non, vous l'avez dit, de façon explicite, ce Michel Dumoulin, secrétaire d'État de Lionel Jospin, donc au tournant des années 2000, c'est Michel Dufour, le dirigeant politique. Et dans la relation du narrateur avec ce personnage, c'est moi aussi. Donc voilà, les choses de ce point de vue-là sont claires, mais en même temps, le problème du narrateur, c'est qu'il se sent parlé par son hérédité. Et donc si je devais me faire maintenant, moi, le porte-parole de mon père, d'une certaine façon, ça serait la révolution, pour revenir au point de départ. Et il en est beaucoup question dans le livre, et donc ça me ferait passer encore une fois en second. Donc voilà, mon père, c'est mon personnage, même si c'est indémêlable. C'est un des personnages, parce que maintenant, il y a aussi d'autres personnages. Ouais, il y a foison de personnages. Il y a foison de personnages. On s'y perd parfois, Mathilde, mais on y revient. Il y a Mathilde, donc la femme dont il était proche, et puis il y a Leïla, qui pourrait remplacer Mathilde, parce que Mathilde l'a quitté, ce jeune personnage. Et en fait, il va se dérouler une histoire absolument invraisemblable. C'est-à-dire qu'au moment où les choses peuvent se concrétiser entre le héros et Leïla, tout d'un coup, un chandelier va mettre le feu à la pièce dans laquelle on est, et surtout aux cheveux de la pauvre femme, et qui va être blessée, qui va recevoir de la soupe chaude. Enfin, c'est épouvantable. Et à ce moment-là, on se dit, si vous voulez, que votre héros, il est pris dans ses histoires à lui. D'ailleurs, dans son travail, je n'ai pas très bien compris quel est son travail, sinon d'aller dans la Creuse, une fois de plus dans la Creuse. Encore la Creuse. Non, mais c'est le centre du monde, je suis très heureux de... Place to be. Mais oui, exactement. Il va dans la Creuse. C'est l'omphalos de Delphes, la Creuse, il faut le dire. Il va dans la Creuse pour faire une espèce de reportage avec un photographe. C'est très beau. Et pour raconter une histoire d'une situation qui est en train de se détériorer sur le plan économique. Et puis pour faire, au fond, une plaquette pour une entreprise. Et cette plaquette pour une entreprise, elle lui a été commandée, puis elle lui sera décommandée. Bon, enfin, toujours est-il qu'il est dans la Creuse. Et là, on se rend compte que petit à petit, vous êtes pris par l'inventivité de la situation, par votre inventivité, et quelquefois, on quitte le réel. On quitte le réel et on part dans des dérapages absolument extraordinaires. J'espère que vous avez trouvé ça drôle, surtout. Oui, drôle, non. Mais j'ai trouvé quand même. non, pas drôle, non. Déconcertant. Parce que ce mélange de la vie intime de vos personnages et de cette situation politique très réelle, très concrète, finalement, marche bien et m'a déconcerté aussi. Alors, ce qu'il faut quand même préciser, effectivement, l'espion de mon père, donc dans le moi je ne sais pas pourquoi ça s'intitule polar, mais bon, ça c'est... Oui, non, parce que je crois que c'est pas un bon choix. Bon. L'espion de mon père, mais on n'est pas du tout chez John le Carré, on est plutôt chez Georges Lautner, hein. On est d'accord, les barbouzes, voilà, c'est ça. Oui. Et donc c'est ce qui donne le sel du livre, cette espèce de folie baroque, avec des barbouzes, un barbouze, et quand il y a un barbouze, il y a des barbouzes, donc c'est foisonnant, et vous partez dans tous les sens, effectivement, et à certains moments, ça transcende le réel pour aller vers des songes, des choses un peu folles. Voilà, c'est un livre à étages. Justement, quand je fais le distinguo entre les personnages et le réel, le narrateur, il est pris dans les raies d'une raison délirante, finalement. Le monde le fuit, il est sans dessus-dessous, il est dans des temporalités tout à fait contrariées, où il se trouve à répéter son père, et le narrateur, il comprend rien. Non, il ne répète pas son père. Vous trompez tout à fait. C'est son père qui le répète. Oui, c'est ce que vous dites. Oui, absolument. Oui. Le monde est sans dessus-dessous. Mais en même temps, donc, le narrateur, lui, traverse cette histoire, et je pense que le lecteur peut le faire aussi sans rien y comprendre, en étant finalement transporté, ravi un peu. Je prends l'exemple de la coutume mélanésienne, où il y a des objets qui s'échangent, on ne comprend pas bien, mais on ne se sent pas exclu. Donc on peut traverser, je pense, le livre comme ça,
Et en même temps, il y a quelqu'un qui tire les ficelles, et ce quelqu'un, c'est l'auteur. Et donc, c'est là pas où toutes les ficelles, pas toutes les ficelles. J'en tisse beaucoup. Alors, vous allez me dire ce que ça veut dire, parce qu'à un moment donné, vous expliquez que le père du narrateur est attaché à cette soif de sous-bois qui n'a pas cessé de le travailler. Alors, j'ai pas compris d'où ça venait, ça, mais sans doute c'est quelque chose qui m'échappe. Sa recherche des sous-bois. Et puis ensuite, de la même manière, vous nous donnez des détails réels, par exemple la rencontre de votre père avec Gaston Plissonnier, qui a été... alors là, on est vraiment à l'intérieur du parti, ou avec Canapa. Et quand on parle de Canapa, vous nous expliquez que Canapa aurait dit à Georges Marchais, j'ai découvert ça par exemple, aurait dit à Georges Marchais qu'il avait tout à fait tort de dire c'est allemand Cohn-Bendit, mais il fallait dire c'est allemand de l'Ouest Cohn-Bendit, comme ça il n'aurait pas été accusé de racisme. J'avais jamais pensé à ça. Il l'a dit réellement dans un meeting à Rueil-Malmaison, qui justement il avait créé sensation puisque donc à Rueil-Malmaison il y avait beaucoup de normaliens de Saint-Cloud qui l'avaient un peu provoqué là-dessus. Pourquoi Georges Marchais avait dit ça, etc. Et Canapa a dit Georges Marchais a eu tort. Georges a eu tort. Donc, dans la salle, évidemment, stupéfaction. Et puis il a dit non, il n'aurait jamais dû dire l'anarchiste allemand Cohn-Bendit, mais l'anarchiste ouest-allemand. Alors justement, là on est complètement dans le réel de la politique. Et en même temps, tout d'un coup, quand on part à la souterraine, on est dans une espèce de moment fou, de rêve, un petit peu comme si vous rêviez ce que pourrait être une profession qui n'a aucun sens. J'ai trouvé votre critique du système entrepreneurial, avec la com, etc., tout à fait au point. Toutes les bêtises qu'on raconte dans les brochures des entreprises pour être humaniste, etc., avec en face ce que vous dites de très réel et de très précis sur l'inhumanité du Parti communiste français dans son fonctionnement quotidien, qu'on perçoit. Alors, si vous voulez, avec ces deux éléments-là, comme ça, qui sont l'un à côté de l'autre, c'est pour ça que je suis déconcerté, on a une rencontre d'éléments c'est comme si on avait un circuit électrique, quelque chose qui ne fonctionne, vous voyez, qui nous interroge, quoi. Oui, mais parce que le narrateur est confronté, donc, à ce temps qui ne passe plus, qui est à la fois la confusion père-fils, et puis un héritage communiste, en tout cas dans son expression, dans sa tradition bolchevique, qui ne parvient plus à être transmis. Parce que le narrateur, il a le droit à une indulgence plénière de ma part, parce que au lieu d'avoir un poster de Platini ou de Mac Brand dans sa chambre, il avait quand même Jacques Duclos. Et là, j'ai eu les cheveux qui se sont dressés. Et la chair de poule. Je dis, oui. Ce grand homme d'1m56, Jacques Duclos. Les héros de mon enfance, c'était Nounours et Jacques Duclos. Ah oui, c'est effrayant. Voilà. C'était amusant. Bien sûr. Blanc, bonnet et bonne nuit les petits. Ça m'a beaucoup fait rire. Mais donc, il est confronté à un temps qui ne passe plus et dont il fait le narrateur l'expérience à la fois... disons, sous le signe de Tolstoï et d'un temps, d'une histoire inflexible aux volontés humaines, et puis l'expérience aussi d'un temps proustien, d'un temps retrouvé qui peut être porteur de promesses de recommencement, puisque la question centrale du livre, c'est est-ce qu'on peut recommencer, c'est-à-dire commencer à nouveau. Est-ce que ce paradoxe, il est viable? Est-ce qu'on peut commencer à la suite, à la fois donc du fils au père, ou du père au fils, bon voilà, dans le sens qu'on veut, et puis en politique aussi, puisque c'est quand même ça l'enjeu. Et vous parliez du monde de l'entreprise, bon, donc je m'amuse de ce point de vue-là. Mais il est clair vos deux livres, je voulais vos deux livres ont ceci en commun. Je voulais y venir parce que le monde de l'entreprise a récupéré le discours sur les valeurs et aussi cette sorte d'obligation à dire vrai sur soi-même. Il faut être authentique, il faut être sincère. J'ai vu que la RATP, par exemple, lance une grande opération auprès de ses salariés pour définir sa raison d'être. Au moment où peut-être les salariés, justement, ils se disent que le service public des transports est un peu à l'abandon. Donc voilà. Et il y a une façon d'installer un monde fictionnel qui est d'une très grande violence symbolique, qui joue justement un rôle, je pense, dans la colère des Gilets jaunes. Moi je suis allé dans les manifestations à la fois pour aller à la rencontre de cette colère, et puis parce que, comme journaliste, ça me semblait nécessaire d'aller voir. C'est quand même extraordinaire d'avoir
un phénomène comme celui-là qui se produit à quelques quartiers de chez soi, et puis de ne pas avoir la curiosité de simplement aller voir, et pourtant de tenir des discours dessus. Donc ça, c'est formidable. Mais alors, on arrive à une conclusion en vous lisant, c'est que la Révolution, le Grand Soir, sont solubles dans une chose, c'est la bouffe et le pinard. Parce qu'il y en a partout. Dans votre livre, il y en a partout. Alors moi, je trouve ça très sympathique. Hein. Alors, il y a les AOC, il y a différents vins. Dans la Creuse. Oui, dans la Creuse et ailleurs. Et donc, et puis la bouffe, hein, c'est très important. Donc, je me dis, voilà, la Révolution est soluble. Ça ne passe non pas dans l'égalitarisme, mais ça ne passe pas toujours, justement. Parce que donc, c'est un roman où le narrateur, je le soumets à un rude traitement, il tombe beaucoup. Oui, et puis, il est confronté justement il a un problème d'oreille interne. C'est ce qu'il dit. Mais il a peut-être les pieds plats aussi. Et il est confronté aussi donc à ce temps qui ne passe plus, qui ne passe pas. Et donc il y a beaucoup de renvois au figuré comme au malpropre dans le roman. On y vomit beaucoup. Nicolas Dufour, lui, alors justement, il tombe beaucoup. Mais moi, j'ai eu l'impression que chaque fois qu'il tombe, c'est pour nous entraîner loin de ce réel qui est finalement assez pesant. Pesant, je dirais, dans sa réalité. Même si dans le souvenir, c'est quelque chose d'autre. Mais il est pesant et en conséquence, quand il tombe, le narrateur, on part quelquefois sur des pistes qui sont des pistes de l'imaginaire, des pistes où on n'est plus autre chose que quelqu'un qui imagine, qui laisse son esprit voguer. Et je trouve que c'est ça qui réussit. C'est ce mélange, au fond, d'imagination au pouvoir et en même temps d'arrimage extrêmement précis dans un contexte politique au fond, qui est le contexte du Parti communiste français et de ce qu'il a été pendant des générations. Et je trouve que vous montrez très bien comment on peut y échapper en mettant tout ça à distance. Alors, évidemment, c'est la distance de l'enfant, d'une certaine façon, que vous êtes. Finalement, je trouve que de votre père, vous ne dites pas tout le détail, forcément, le détail des raisons de ses engagements, de ses désaccords, etc. Mais en revanche, de votre héros qui vous ressemble, vous dites tout ce qu'il imagine à côté de cette petite manifestation de réalité qui est au-dessus de lui. Le héros, il est pris comme son père par la nécessité de l'engagement, mais il est saisi aussi par une oblomoverie, c'est-à-dire donc le personnage d'Oblomov chez Gontcharov, du renoncement, parce que finalement c'est trop dur, vaut mieux céder à la poésie, à la rêverie, se laisser aller. Oui, mais c'est pas une rêverie. C'est une rêverie qui nous entraîne dans quelque chose d'absolument imprévu. Et on prend plaisir à rêver avec votre narrateur. J'espère. Parce qu'on quitte ce réel d'une certaine façon. Et cet aller-retour entre le réel et l'imaginaire, je trouve que c'est ça qui fait finalement le roman. Oui, mais aussi, j'y tiens. Je le vois, disons par rapport au thème intime et politique, c'est vraiment quand même. La politique qui va chercher l'intime. C'est-à-dire que les souvenirs de mon père, le narrateur ou moi-même, nous en emparons, enfin moi en tout cas, le narrateur il ne sait pas trop quoi en faire, nous en emparons pour nourrir des interrogations politiques qui sont elles-mêmes le carburant d'un projet littéraire. Et donc le roman lui-même, c'est un peu ce que suggère le narrateur comme une possibilité politique, c'est-à-dire c'est le saut du tigre dans le passé de Walter Benjamin, donc pour essayer de sauver une part du passé oublié. Alors sauver une part du passé, mais lui le passé par contre il est un peu dur avec vous, parce que vous racontez comment votre père réagit au livre, comment Monsieur Dumoulin... Le personnage, Monsieur Dumoulin réagit en livre, en disant c'est pas mal ce qui est écrit là, mais enfin finalement c'est un peu léger, c'est trop léger. J'espère que votre père n'a pas réagi comme ça, parce que je dirais s'il est celui que je connais, je trouve que il aura certainement vu en même temps la profondeur de ce dialogue entre réel et imaginaire, parce que vous le décrivez de façon un peu caricaturale comme n'acceptant pas la légèreté de son fils. Oui, mais bon là c'est exagéré, même si j'ai fait relire effectivement à la fin de l'écriture à mes parents. D'ailleurs, je dis mes parents, c'est important, le point de vue de ma mère est important, parce que je ne voulais pas que ça reste non plus une histoire père-fils uniquement. Ils sont toujours ensemble d'ailleurs, dans le livre. Souvent, oui, c'est un couple très uni.
Mathilde, le personnage de la femme du narrateur, lui en fait le reproche. Lui dit d'ailleurs, bon, les histoires père-fils, depuis Abraham, Dark Vador, bon, c'est bon, maintenant, on en a un peu soupé. Donc le point de vue féminin était important dans ce livre. Il y a une belle image, il y a une figure tutélaire qui revient, une très belle figure, qui est celle de Jean Lannes, duc de Montebello, maréchal d'Empire, mort en 1809. Et donc, Lannes revient, et à un moment, c'est une image qui vaut aussi peut-être... votre père est toujours là, donc j'espère qu'il sera là longtemps, mais lui n'a pas pu accéder à son destin avant la mort de son père, vous le dites. Oui, y a un côté... et c'est ça qui lui a permis c'est peut-être aussi pour ça qu'il tombe beaucoup, le personnage. Mais Nicolas Dufour accède à son destin, vous pouvez en être sûr. Alors maintenant, nous allons aborder le livre de Céline Debelle, Les Grandes Poupées. Alors Céline Debelle, vous avez été longtemps journaliste, à Santé Magazine notamment, Côté Femmes, aussi grand reporter à Géo. Vous avez publié une quinzaine d'ouvrages, alors des ouvrages de journalistique, de voyage, sur Grèce, paru chez Flammarion, Laurence d'Arabie chez Séguier. Vous êtes venu tout récemment au roman, en fait, l'an passé, avec un livre très remarqué, Baudelaire et Apollonie, sur les amours fameuses du grand Charlie avec la présidente, comme on surnommait alors donc Apollonie Sabatier, égérie de toute une génération de poètes qu'on connaît bien. Et ensuite, il y a ce deuxième roman, Les Grandes Poupées, toujours chez Arléa, et qui aborde, lui, un tout autre temps, un tout autre sujet, c'est très différent. Mais si je vous dis que, plus encore qu'un roman, il s'agit d'une chronique. Pour moi, c'est une chronique. La chronique d'une époque, celle de l'été 53, la guerre d'Indochine, de Dubonnet, du bouillon cube et autres coquillettes, rivoire et carré. Il y a tout ça dans votre livre, et évidemment, ça n'est pas qu'anecdotique. Et en êtes-vous d'accord, alors, sur ce terme de chronique ? Pas vraiment. Non ? Non, parce que j'ai fait un roman avec 6 personnages. Ça n'exclut pas le roman. Oui. Bon, il y a 6 personnages, donc vraiment, c'est important, c'est vraiment un roman. Bien sûr. Mais effectivement, c'est une chronique où les années 50 sont très présentes. L'après-guerre est là, et l'environnement des années 50, et les pensées des années 50 sur plein d'événements. Donc, sur ce côté-là, chronique, oui. Oui, au sens où Giono c'est mon côté journaliste qui sait... Non, mais c'est au sens où Giono utilisait... Mais votre livre, en fait, met en scène quand même deux petites filles dont les mères les accompagnent. Oui. Elles sont parties de la ville de Marseille et elles sont maintenant loin de Marseille. Et en fait, on se rend compte que l'absence des pères est un des thèmes. Alors, il y a un père qui est en Indochine, qui fait la guerre, et qui, bien sûr, devrait être un héros, et que, bien sûr, on a peur de perdre. On a peur de perdre parce qu'on risque de mourir dans cette guerre d'Indochine. Et puis, il y a l'autre père, dont la mère de la narratrice s'est séparée, touchée, marquée par le vin, qui donc boit beaucoup trop, comme beaucoup de Français, et en conséquence, petit à petit est à distance de sa fille, mais sa fille reste très admirative de ce qu'il est. Elle ne comprend pas que sa mère est rompue avec lui, et elle ne comprend pas pourquoi on est tout le temps en train de faire l'éloge de son oncle, qui est en Indochine, et pas de son père, qui boit peut-être, mais qui finalement, pour elle, est très important. Et je trouve que ce qui est réussi dans ce livre, c'est non seulement l'époque et la chronique de l'époque, comme Tudorel l'a dit tout de suite, mais c'est en même temps l'absence des hommes. Et comment l'absence des hommes font des femmes des êtres qui attendent. Et c'est curieux, cette manière de décrire toutes les femmes de ce livre, j'entends, comme des femmes qui attendent. Ouais. Elles attendent. Les petites filles attendent, les mères attendent, comme si les femmes attendaient les hommes qui sont absents. Voilà, il n'y a pas d'hommes et on les attend. On les attend, on espère quelque chose d'eux, mais il y a peu de chances qu'ils satisfassent cette espérance. Oui, on espère, on les craint. En fait, quand ça se passe dans une maison isolée où il y a 2 femmes, 2 mères avec leurs petites filles, les hommes, un en Indochine, un à Marseille, mais ce qui m'intéressait sur ce thème, dans ce roman, c'était que les hommes ne sont pas là, mais les tourmentent d'une façon différente. C'est-à-dire, les femmes, les 2 mères sont très inquiètes
pour différentes raisons. Oui. L'une pour la mort de son mari, l'autre pour ce qu'il peut faire, enlever sa fille. Et puis les deux petites filles sont aussi inquiètes. L'une de plus revoir son père, qu'elle ne comprend pas l'arrachement qu'il y a eu avec que sa mère l'a enlevé comme ça en pleine nuit. Et l'autre parce qu'elle sait que son père peut mourir. Et que, la grande différence, effectivement, c'est qu'il y a une des femmes qui attend le retour de son mari, alors que l'autre fait tout pour séparer son ami de son enfant, voilà, son mari de son enfant, et fait tout pour le mettre à distance. Voilà. Alors, là, on en vient à la possibilité pour moi de vous poser une question, c'est que périodiquement dans le livre, il y a des voitures, et vous nous faites une description de voitures dont on ne sait pas ce qu'elles sont, qui passent, alors qui sont susceptibles soit d'enlever la petite fille, soit de ramener le père, soit de ramener le corps de l'oncle qui aura été tué en Indochine, soit d'amener les gendarmes qui vont annoncer la mort, soit etc. etc. Pourquoi est-ce que c'est ces voitures qui rythment comme ça le roman ? Ça m'a paru étrange. Les voitures, en fait, dans ce roman, ça se passe sur un temps court, 3 mois, un été, 1953, et il y a 2 femmes de petites filles, comme j'ai dit, et il ne se passe pas grand-chose, en fait. Et la seule vie qu'on peut avoir, c'est la route, où il passe 3-4 voitures par jour, donc on regarde cette route. Mais il y a ça chez Béatrice, où tu guettes, vous guettez, pardon, les voitures, une voiture, une 202. L'homme à la 202. L'homme à la 202, très mystérieux. Et les enfants sont très attentifs à ça. Ah oui, tout à fait, dans les années 50, et j'ai trouvé cette similitude entre vous. Oui, moi je me souviens avec les amis, on attendait la prochaine, est-ce que ça va être une Peugeot ou une, on connaissait beaucoup plus. Voilà, et nous on guettait les voitures, mais pour des raisons beaucoup plus graves. Et là donc c'est des petites phrases très courtes en italique, et ça sonne un peu comme une espèce comme dans les tragédies grecques, il y a une espèce de voie du destin. Moi j'ai vu ça comme ça. Oui, moi c'est ce que j'ai voulu faire, donc je merci de l'avoir ressenti comme ça. Mais vraiment, les voitures, elles sont là parce qu'elles sont pas là parce que c'est des moteurs et que ça bouge pour faire bouger le texte. Elles ont un rôle. C'est capital, ces voitures, c'est essentiel. Elles rythment le temps. Elles rythment le temps, elles rythment les espoirs et les désespoirs, elles rythment tout ce qui peut arriver, et on sait avec une voiture, ça se passera très mal. On ne sait pas quoi, si c'est la voiture qui va enlever l'enfant, si c'est la police qui va annoncer quelque chose, si c'est la mort du héros qui va arriver, etc. On ne sait pas. Et donc, en fait, c'est un peu un suspense familial, enfin, entre guillemets, le suspense. Et à la fin, une voiture apportera une réponse à une question qu'on se posait tout le long du roman. Céline Debelle, il y a quand même une question, c'est que vous écrivez à un moment, je me sentais l'enfant la plus aimée du monde. Oui. Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais comment c'est possible, compte tenu du fait que les parents sont séparés, que cet enfant souffre de cette séparation, et surtout du mépris de la mère pour le père, et des intoxications ratées, on envisage même une désintoxication du père par l'armée, etc. Et en même temps, vous nous citez Verlaine, l'enfer c'est l'absence. Oui. Alors, enfer ou paradis ? Alors, elle se sentait l'enfant la plus aimée du monde quand elle était avec son père. Oui, c'est ça. Et après, la phrase de Verlaine, c'est quand elle n'est plus avec son père. Donc là, il y a les deux. En fait, pour l'enfant, son père, c'était un dieu, c'était une idole. Il la faisait rire, il l'amusait, il lui promettait monts et merveilles, il y croyait. Et elle était dans le conte de fées perpétuel. Et pour sa mère, évidemment, le mari, c'était un monstre pour la petite fille. Enfin, elle le ressentait comme ça. Elle le vivait comme ça. Et en plus, il lui menait la vie impossible. Parce que quand on est effectivement, vous dites comme tout le monde boit, je pense qu'il buvait un peu plus que la moyenne française, même à l'époque, où c'était quand même pas mal de litres de vin par jour. Mais, et puis, il avait des fréquentations qui n'étaient pas vraiment celles que la mère espérait ou attendait. Avec possibilité d'épisodes violents. Par exemple. Pendant ces sensations. Et qui amuse beaucoup l'enfant. Il y a la sensation de l'enfant qui est très très étonné de voir son père avoir cette violence finalement. Oui, cette violence terrible. Parce que pour elle, elle est toujours dans le jeu avec son père. Donc quand il y a cette scène qui est le cœur du roman, où tout va basculer finalement dans l'histoire, elle s'amuse. Elle est, pour elle, c'est une bande dessinée. Oui, elle s'amuse, mais en même temps, ça va assez loin parce qu'elle veut tuer sa tante. Ah oui, après. Elle veut tuer sa tante. Alors, on est toujours sur 2 temps. Oui. C'est-à-dire que le temps de l'amour, le temps de Marseille, après il y a le temps d'Antibes, où là, elle est dans la haine. Elle a la haine pour contrebalancer la haine que les autres ont pour son père. Et là, elle garde l'amour pour son père, mais elle déteste tout le monde, jusqu'à vouloir les tuer. Oui. Oui, parce que eux, ils ont un héros qui est en Indochine, oui. Tandis que son héros à elle, personne ne le considère comme tel. Non, pour les autres, c'est un minable, à moins que rien, c'est une ordure, plus que ça encore. Donc, Et
c'est vrai que c'est un truand de troisième zone. Enfin, oui, en plus. Enfin, il cumulait pas mal de choses. Oui, voilà, c'est un cumulard. Oui, on va dire ça. Et en même temps, pour l'enfant, est-ce que vous vous rendez compte que vous parlez de ce livre comme si c'était votre histoire? Oui, parce qu'il y a quand même, des choses très, très proches. J'imagine. On va quand même dire que c'est entre réalité et roman. Que c'est la réalité mêlée à une autre réalité possible. Voilà, comme je vais dire ce roman-là. Mais il y a des souvenirs, bien sûr. Moi, j'aimerais souligner le travail d'écriture que constitue ce livre. Merci. C'est vrai que c'est une enfant de 7 ans qui parle. Oui. Et moi, j'avoue que très souvent, les livres racontés par des enfants, la réduction ad puerilum, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais ça m'agace prodigieusement. C'est souvent une impuissance à faire mieux, à faire autre chose, quoi. Alors que là, il y a un vrai travail d'écriture. On sent, j'ai lu votre livre précédent, donc vous savez faire autre chose largement. Et là, on sent que c'est un parti pris et vous le tenez et bien. Et ça, bravo, parce que c'est assez rare de parvenir. Alors évidemment, elle emploie des mots, elle emploie une tournure de phrases qui c'est pas du tout réaliste. À un certain moment, une enfant de 7 ans qui dit comme ça qui pense certaines choses écrites comme ça. Bon, mais ça, évidemment, c'est la licence littéraire, ça vous avez le droit. Justement, sur le plan de la structure littéraire, je dirais que Patrick Tudoret parlait au début de chronique. Moi, je dirais suite de nouvelles presque. On a presque l'impression que ce sont des nouvelles que vous nous racontez les unes à côté des autres et qui ont ce lien, parce qu'il y a bien une histoire d'ensemble, mais que ce sont des nouvelles que vous avez essayé de travailler méticuleusement du point de vue de l'expression. Et ça m'a paru intéressant. Alors, je reprends ce que disait Patrick. Effectivement, l'enfant de 7 ans, mais vu par l'adulte. Oui. C'est-à-dire, il y a deux voix. Oui, c'est l'adulte qui parle quand elle avait 7 ans. Ce qui explique certains mots que effectivement l'enfant ne pourrait pas dire. En fait, ça éviter de tomber dans le difficile de faire parler une enfant de 7 ans. Oui, j'aime beaucoup cette idée de nouvelle, parce qu'en fait, après chaque voiture, il se passe quelque chose, il y a une nouvelle, chaque voiture apporte une nouvelle, jusqu'à la nouvelle, en d'autres termes, de la fin. Donc j'aime beaucoup ça, oui. Alors pourquoi les grandes poupées ? Les grandes poupées, ça signifie que... Est-ce que ces mères sont des poupées ou est-ce que les deux enfants sont des poupées ? Je me suis posé la question, qui est poupée dans cette histoire ? Alors, il y a beaucoup de poupées. Ah bon ? Il y a les grandes poupées, dont on ne va pas dire ce que c'est dans l'ambiance rose, où la petite fille arrive. Ça, pour elle, ce sont des grandes poupées. Elle joue avec. Donc, ce sont des grandes poupées. Donc, le titre, grande poupée. Mais il y a aussi les grandes poupées... Donc, il faut dire quand même que ça se passe dans le café du père, dans le café où est le père. Il y a ce qui est affiché dans le café. C'est bien ça que non, c'est pas ça. C'est pas à ça que vous faites allusion. Non, je fais allusion à ça, mais c'est pas un café. C'est une maison close... Une maison de passe, comme il restait quelques-uns dans le quartier du Panier dans les années 50. C'était un café un peu érotique, où était le père. Salut, Panard. C'est plus que ça, plus que ça. Et donc ça, c'est les grandes poupées qui sont là et qui amusent la petite, elle joue avec. Mais il y a aussi les grandes poupées, les enfants qui grandissent trop vite dans cette situation-là. Quand on a 7 ans et qu'on vit des choses aussi violentes, aussi fortes, de haine perpétuelle, on grandit vite. Et puis il y a aussi les mères et le père qui font des enfants, des jouets, des poupées aussi. Oui. Ils s'en servent l'un contre l'autre, etc. Merci Céline Debelle. Alors je rappelle que votre livre s'appelle « Les grandes poupées » et publié aux éditions Arléa. Alors, quand l'intime rencontre le politique, si j'ai choisi ce titre pour vos 4 livres, pour essayer de mettre ensemble vos 4 livres, c'est parce que je pense que dans chacun de vos livres, il y a quelque chose où on voit s'enrouler autour du récit quelque chose qui est de l'ordre du politique. Un peu comme si le récit et l'intime étaient une manière, au fond, d'interroger et de poser la question du politique. Je voudrais savoir si vous voyez les choses de cette façon. Parce qu'à un moment donné, dans le livre de Nicolas Dufour, il y a une formule que vous avez reprise tout à l'heure, Nicolas Dufour, en évoquant le récit comme une manière pour Benjamin d'opérer le saut du tigre dans le passé. En fait, c'est un peu comme si le passé revient, et ce passé, quand il revient, à la fois il est fécondé par une histoire personnelle, intime, l'histoire des personnages qui sont les vôtres, mais en même temps, il s'enroule avec quelque chose d'autre, qui est bien sûr la conjoncture politique, et qui apparaît vraiment dans chacun de vos 4 romans. Et je voudrais essayer de creuser cette question, c'est-à-dire du projet qui peut être l'articulation du politique et de l'intime.
pour moi, me concernant, oui, c'est vraiment donc le politique qui va chercher l'intime avec donc l'ambition d'avoir un rapport fructueux entre le passé et le présent, un passé qui risque d'être oublié, qui est donc un passé confronté politiquement à l'échec, mais aussi, bon, on parlait des valeurs, les valeurs que défendent toujours mes parents, du côté des opprimés, des emprisonnés, elles ont toujours le même sens. Donc, le projet, il est là. Et le livre, c'est un espace de rencontre des subjectivités, donc à la fois du passé, du présent, de l'histoire de mes parents et puis de mon projet littéraire. Aude Lancelin, vous avez un peu ce même projet, mais je dirais que le politique est tellement présent que parfois il vous empêche d'aller dans le détail du drame ou du bonheur de vos personnages. Le personnage de Libération est très très complexe, né des journalistes, à mon avis, puisqu'il change au cours du livre, évidemment. Le personnage de l'électricien, d'une certaine façon, il l'est tout aussi, mais il est fait d'un seul bloc. On comprend, surtout avec sa mort à la fin, on comprend que c'est un homme de l'absolu. Est-ce que finalement le politique n'a pas pris trop de place dans votre livre ? C'est votre ressenti, donc c'est pas à moi de vous convaincre, voilà, du caractère réussi ou pas de cet aspect. Moi, ce que je sais, en tout cas, c'est que c'est un livre brûlé par la politique, dont les personnages sont brûlés par la politique, puisque ce garçon, c'est en croisant la politique, justement, sur les ronds-points, qu'il va finalement aller jusqu'à la désespérance totale et au suicide. Et d'une certaine façon, l'auteur, moi aussi, ai vu sa vie brûlée par la politique, puisque je suis allée jusqu'au licenciement dans un groupe où on me reprochait mes positions politiques déviantes. Et le journaliste aussi, dans le livre, de façon moindre, mais va tout de même vivre un vacillement. Donc, j'ai au contraire essayé de nouer vraiment l'intime et même de faire de la politique un enjeu vital. Alors il y a un personnage qui échappe à ça, c'est peut-être le seul du livre d'ailleurs, qui est cet homme de ménage de l'hôtel, qui est un personnage clé. Très intéressant. Moi, pour moi, c'est le plus intéressant de tous. Oui. Mais pour vous, peut-être aussi. Donc, c'est le seul qui a un discours un peu structuré et à consonance d'ailleurs chrétienne. Donc, c'est tout à fait étonnant. Oui. Alors. Donc, c'est dans un hôtel de bas prix. Il fait le ménage dans la chambre du journaliste de Libération. Oui. Et en faisant le ménage, il lui fait une grande déclaration pour lui expliquer, au fond, quel devrait être son projet. Oui, c'est un peu un personnage bernanocien qui est une espèce à la fois d'homme de ménage et de prophète. Ce qui est incroyable et merveilleux dans la vie, c'est que j'ai réellement croisé une personne comme ça pendant le mouvement des Gilets jaunes. Bon, alors avec aussi toute l'ambiguïté de ce personnage, c'est-à-dire il est à la fois, c'est un homme de ménage qui ne lit que des mystiques et qui a qui maîtrise tellement la littérature 19e qu'il est un petit peu revenu de tout ça, et en même temps c'est un homme en train de vaciller aussi intellectuellement, puisqu'il est quand même à la... Bon, pour le coup, lui, réellement complotiste, qui accorde aux francs-maçons une importance totalement démente dans l'organisation du monde entier, puisque il parle à la fois du pape, de Macron, il relie tout ça à la situation française. Voilà. Bon, c'est un petit peu le grand inquisiteur de ce roman-là. Mais il y a quand même des traces absolument réelles dans ce personnage, puisque j'ai vraiment croisé quelqu'un qui tenait ce genre de discours. Et c'est là où on voit que la vie est quand même extrêmement surprenante, quoi. Parce que quand je dis, à un moment, on ne savait pas décidément à Paris, et notamment pas à l'Élysée, ce qui était en train, dans les entrailles du peuple, de bouger, de se déplacer, mais c'est vrai. Et c'est aussi tous ces aspects-là que le mouvement des Gilets jaunes a fait ressurgir. Alors vous, dans vos livres, Béatrice Commanger, comme Céline Debelle, je dirais que comme Céline Debelle, d'une certaine façon, le politique est un fond. Il y a un fond politique.
mais que vous ne voulez pas, disons, expliciter plus que ça. Un petit peu comme si les personnages et l'intime dominaient le roman que vous avez fait. Mais est-ce que vous avez conscience de l'importance qu'a quand même votre toile de fond ? Oui, parce que sur les 6 personnages, il y en a un très très important, et qui, lui, est à la guerre d'Indochine. Donc, ça va déstabiliser une grande partie de la famille. Ça va être un personnage qui va dévaloriser encore plus le père, qui est déjà très très bas. Et donc, c'est très important. Mais c'est vrai que la guerre est là, mais surtout du côté humain, comment on le ressentait dans les familles dans ces années-là, les années 50. C'est juste avant Dien Bien Phu, donc la guerre d'Indochine est très mal partie, il y a beaucoup de catastrophes humaines, et donc c'est vrai que c'est un élément, mais en toile de fond, du début jusqu'à la fin, et qui, en même temps, la famille est liée à cette guerre d'Indochine par les lettres qu'elle reçoit, par les lettres d'enfants, etc. Donc c'est presque un personnage du roman La guerre d'Indochine, mais ce n'est pas développé en tant qu'histoire. Mais peut-être on peut dire que dans vos 2 livres, c'est la perception aussi d'une petite fille, la perception d'une assez petite fille du contexte politique. Et moi, ça m'a posé la question, au fond, qu'est-ce qu'un enfant, à hauteur d'enfant, qu'est-ce qu'on perçoit de la conjoncture politique ? Je veux dire, les éclats du politique qui frappent les enfants. Et je crois que c'est ça qui est dans vos 2 livres et qui est extrêmement intéressant. C'est-à-dire, de quelle manière le politique les touche, comment ils s'interrogent. Alors qu'il y a plus de recul dans le livre de Dufour comme dans le livre d'Aude Lancelin. Plus de recul parce que leurs personnages sont totalement pris dans le politique. Tandis que vous, ils ne sont pas pris dans le politique, mais ils sont essayant de comprendre des lambeaux d'histoire. Oui. Enfin, c'est-à-dire que je crois qu'à la différence de, en fait, il y a l'enfant qui prend la parole, mais il me semble que dans le mien, il y a vraiment l'adulte qui prend la parole. Enfin, d'ailleurs, dès le début du livre, c'est moi qui parle. Oui. Il y a vraiment, et c'est ce qui me permettait, parce que ce que j'ai quand même voulu faire par rapport justement à mes livres précédents qui parlaient un petit peu de l'Algérie et qui finalement ne restaient que dans l'intime. Là, au contraire, j'ai dit, c'est pas vrai que ce soit mon arrière-grand-mère ou moi enfant, on n'est pas dans un monde comme ça, tout seul, même si le plus important dans la vie d'un enfant, surtout, ce sont ses parents, ses amis, etc. Et j'ai pu voir la différence, puisque finalement, mon premier roman, c'était raconter la vie de mes 2 grands-pères, qui existent là aussi. Bon papa et grand-père. Voilà. Mais non, l'arrière-grand-père, c'est-à-dire... Et c'était le côté aventurier qui m'intéressait. Et finalement, j'avais réussi à raconter le destin. C'était le côté, ils ont eu un destin parce qu'ils ont traversé la mer. Et peu importe, ils vont en Algérie, est-ce que c'est des colons, est-ce que c'est pas... Peu importe, ils font ce qu'ils font. Et là, le politique et l'histoire et ce qui se passe autour d'eux compte beaucoup. C'est vraiment la différence, et il y a eu cette conscience tout au long. Il y a un dénominateur commun, donc, ce qui est très lié à ce qu'on vient de dire, entre vos 4 livres, et vous citiez tout à l'heure Tolstoï, effectivement, et cette impuissance que l'on a à s'opposer à l'histoire, ou même à la comprendre, à définir le monde, à essayer de trouver des... Et donc chez vous, ça se manifeste de la manière qu'on vient de dire, c'est-à-dire une vision syncrétique, non pas synthétique, mais syncrétique d'enfants qui perçoivent comme ça des bribes, des fragments, et qu'ils essaient d'assembler un peu comme dans un jeu de cubes. Et chez vous, c'est différent, c'est plus finalement Fabrice à Waterloo ou Bezukhov, pour reprendre Tolstoï, à Borodino. C'est-à-dire qu'on ne comprend rien, quoi. Et c'est pas que vos livres soient mauvais, au contraire, si on les a choisis, c'est qu'ils sont bons. Mais c'est que on comprend pas l'histoire. On a du mal à assembler. On croit, il y a des bribes de pensée, il y a des assemblages, il y a des choses, un bricolage subtil, mais on est quand même dépassé par l'histoire. Le narrateur, oui, il est dépassé, effectivement, c'est Fabrice à Waterloo, en même temps, avec une perspective historique, dans le marasme dans lequel il est, ça c'est sûr, il ne comprend rien. Mais bon,
quand il s'en éloigne, quand d'autres personnages, et moi j'ai aussi cette ambition, s'en éloignent, bon, on voit, même si les choses ne sont pas toujours très claires, on voit bien que les héritiers de la Commune et du Front Populaire, ils ne sont pas au gouvernement actuellement. Oui. Les choses sont claires. Voilà. Donc il y a des choses quand même qu'on comprend. Est-ce qu'il y en a encore ? Mais on parlait évidemment du personnage de l'espion qui met le récit en mouvement. Il est complètement dans l'imaginaire, lui. Il est tout à fait dans l'imaginaire et lui-même suggère qu'il n'est peut-être qu'un truchement, c'est-à-dire qu'il permet au narrateur d'entrer en contact avec le récit de son père. D'ailleurs, James Bond c'est 007, Octave c'est Octo, c'est 8, ça peut être 008, et le 8e jour chez les chrétiens c'est le jour de la résurrection. Donc il exhume un pan de vie du passé. Et j'ai besoin de ça en même temps donc, pour produire, pas une réflexion politique, mais des interrogations politiques. Et donc, effectivement, Eliade, c'est aussi Bezukhov à Borodino. C'est-à-dire qu'il est là, il comprend vaguement un certain nombre de choses, mais il est complètement dépassé. Oui, alors c'est Fabrice à Waterloo, mais en plus un Fabrice start-upper en plus, c'est-à-dire très très confus, avec des repères historiques et intellectuels quasi. Vous insistez d'ailleurs sur l'inculture quand même chronique et crasse de la plupart des journalistes, vous le dites dans le livre. Donc. Bah ouais, je pense que, mais d'ailleurs tout ça. C'est pas un propos complotiste, tout ça, tout ça est organisé depuis des dizaines d'années. Quand on voit les programmes dans les écoles de journalistes, on comprend qu'on n'est pas là pour former intellectuellement les gens et leur apprendre à avoir du discernement. Ouais. Donc ce garçon... Mais qui a du discernement dans votre livre ? Personne ? Personne n'a de discernement pour comprendre exactement ce qui se passe. À mon avis, c'est en cela qu'il est réussi. C'est-à-dire que la question que vous posez, aussi bien aux journalistes qu'aux intellectuels parisiens, à propos des Gilets jaunes, c'est « vous n'avez rien compris ». Et alors, si vous tentiez maintenant de comprendre ce qui se passe, et chez les Gilets jaunes, en dehors de votre Christ, personne ne comprend rien. Et même votre Christ, il ne comprend pas du tout ce qui se passe, sinon il ne se suiciderait pas. Non ? Alors, sur le mystère du suicide, là je glisserai parce que je ne sais pas exactement. Mais oui, absolument, oui, c'est un constat ce livre, la photographie d'un monde à la fois en plein effondrement moral, acceptant un apartheid social totalement inacceptable, etc. Et c'est un monde de grande confusion. On ne sait pas, effectivement, les gens ne savent pas se situer non plus d'échelle de hiérarchie de valeurs. Et c'est valable de la base au sommet, une fois encore. Il ne s'agit absolument pas d'une idéalisation populiste. À l'heure où une partie de la jeunesse se refuse à aller voter, est-ce que vous pensez que la lecture de la littérature qui se sert de la politique pour dire quelque chose à travers la fiction, à travers ce mariage entre l'intime et le politique, est susceptible de ramener les gens aux politiques ? Ou bien est-ce que vous pensez qu'elle n'a aucune vertu pédagogique dans ce sens ? Alors moi, évidemment, ironiquement, mon livre s'achève en fait par la renonciation du journaliste à la politique, puisque plutôt que d'effleurer encore ce monde qui lui a fait tant de mal, il préfère se lancer dans les cookies au beurre fermier, en quelque sorte. Donc, voilà. Avec un ancien camarade qui a fait l'ESSEC, c'est ça ? Exactement, avec un élève des grandes écoles de commerce. Mais évidemment, tout ça est ironique, parce qu'en réalité, je pense qu'à travers ce livre, justement, on peut réellement tout de même changer de regard sur ces événements et retrouver une prise sur eux. Est-ce que vous pensez qu'on... Oui. Moi, oui, pour ne pas répondre à votre question exactement. Ça, c'est de la dialectique. J'aime pas cette vision instrumentale de la littérature, mais je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de consubstantiellement politique, dans le sens où de passer de l'intime, de voix singulière vers l'universel, c'est permettre le partage d'un monde commun, le rencontre de subjectivité. Bien sûr, sans tomber dans ce qu'on a eu trop dans les années 50-60, les romans à thèse qui servaient à caler les bahuts Henri II. Donc, sachant que Proust, la recherche, c'est puissamment politique. Enfin, évidemment, on pourrait, Céline, n'en parlons pas, mais on pourrait dire que finalement tous les grands livres ont leur dimension politique. Balzac,
c'est furieusement politique. Et qui échappent à leurs auteurs. Et qui échappent au roman à thèse, justement. Et à leurs auteurs même, je relisais Anna Karénine cet été. Dans notre famille, les livres, sont des piliers, des repères. Et dans le livre aussi, dans mon livre aussi, finalement, le narrateur qui se casse tout le temps à la figure, il a besoin de pouvoir se rattraper à des choses comme ça. Et je lisais ce que Tolstoï disait de son roman au moment où il l'écrivait, dans les années qu'il a mis à l'écrire. C'est complètement différent de la façon dont on le lit aujourd'hui. Vraiment, et on ne peut pas dire que Tolstoï s'est trompé, mais bon, le livre est toujours là, mais nos lectures se transforment. Alors justement, puisque vous abordez le thème de nos lectures, de la littérature, moi je crois que j'ai souvent été frappé par le fait que la plupart des hommes politiques lisent éventuellement des essais, mais ne lisent pas de littérature. Et je crois qu'ils se trompent complètement. Parce que si on veut véritablement comprendre ce qui se passe dans la politique, là je vais aller beaucoup plus loin, peut-être pour répondre au fond à la question que vous posiez vous-même, c'est un homme politique qui ne lit pas de littérature, il est perdu. Il est perdu. Parce qu'il ne comprend pas que tout ça s'enracine dans, je dirais, les biographies concrètes des gens, leurs difficultés, et au fond dans des êtres de chair qui n'apparaissent plus. Et je trouve que lire un roman qui a pour fond la politique et qui pose des problèmes politiques, ça fait vraiment prendre la mesure de ce qu'est le politique. Parce que sinon, ceux qui ne lisent pas de politique ne font que des programmes abstraits qui n'ont pas de rapport, finalement, n'ont pas de rapport avec la vie concrète des gens. Et quand on imagine la vie concrète des gens tels qu'ils le vivent, on voit bien que la politique a une influence sur la vie concrète. Moi, je pense à des discussions que j'ai eues avec des gens qui ne sont même pas sur les listes électorales, parce qu'ils ne veulent pas voter, et pensent que ça ne sert plus à rien. Et je trouve qu'en face de vos livres, ils peuvent se dire... Oui, mais c'est quand même quelque chose qui pèse sur les vies que nous avons les uns ou les autres et qui finalement les détermine en partie. Ce que tu dis, Antoine, est fondamental. Effectivement, si on veut comprendre le fondamentalisme et le terrorisme d'aujourd'hui, il faut relire Les Possédés de Dostoïevski. Enfin, bon, c'est pas pour rien que Nietzsche disait que c'était le plus grand psychologue de tous les temps. Bon, c'était pas un 20 mots, c'était... Je voulais juste... pardon. Oui. Non, Je voulais juste Céline dire que mon Debelle. livre n'est pas très politique, mais ce que j'ai voulu faire, et que ça pourrait intéresser certaines personnes qui ne connaissaient pas cette période, c'est de montrer la guerre d'Indochine, mais à l'intérieur d'une famille. C'est-à-dire pas du côté journalistique, historique, mais comment les familles à l'époque les ressentaient, ces familles qui étaient très isolées, parce que personne n'en voulait de cette guerre. On sortait de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, c'était que des engagés, des volontaires, donc les gens n'en voulaient pas, c'était une bande de truands, même, je ne sais plus quel député communiste avait dit à l'Assemblée, c'est que une bande de truands, de malfrats qui sont partis là-bas, enfin ça n'a aucun intérêt. Et donc les familles ressentaient non seulement la guerre avec tout ce qu'elle avait comme horreur, mais en plus l'isolement. L'isolement des autres, ils n'en parlaient même pas ou à peine. Et ça, j'ai essayé de montrer le côté humain de cette guerre à l'intérieur d'une famille qui en souffrait. Un grand silence. Ouais. Béatrice ? En silence. Non, ce que je voulais dire, c'est parce que il me semble que vous avez dit, quand le politique, quand ça s'enracine dans le politique, au sein d'une famille ou d'un... Et moi, je dirais que c'est l'inverse. Justement, ça peut avoir une influence quand le livre s'enracine dans l'intime et qu'on s'aperçoit qu'en s'enracinant dans l'intime, on ne peut pas échapper au monde qui entoure. Et à ce moment-là, un lecteur qui n'aime pas la politique peut se dire, ah ben ouais, finalement, il y a ça autour. Enfin, c'est vraiment, il faut pas penser politique, je crois, parce que tout le monde, on n'échappera pas au thèse. Faut pas d'abord penser aux politiques quand on commence un roman. Parce que vous voyez, les deux personnes qui sont à droite sur ce plateau, Aude Lancelin et Nicolas Dufour, ils sont partis de la politique. Non, ils sont partis de la politique. Quand tu dis à droite, c'est topographique. C'est Je ne l'inverse. suis pas parti de la politique, je suis parti d'un projet littéraire nourri par la politique. Oui, non, et mais elle-même nourrie par la politique. Non, la politique est le thème principal. Tandis que chez L2, c'est l'inverse. Mais finalement, elles sont prises aussi par le politique. Mais c'est beaucoup plus qu'un décor. Voilà, c'est beaucoup plus qu'un décor. Voilà, exactement. Oui. Et elles sont prises aussi par le politique. Non, Je veux dire, vous avez des démarches quand même contradictoires, même si A priori. la démarche est littéraire, évidemment. A priori. Mais c'est peut-être plus ceux-là qui pourront
éventuellement convaincre des gens qui ne veulent pas s'intéresser à la politique. Tandis que si on sent que dès le départ c'est politique, on peut être presque découragé. C'est vrai. C'est votre point de vue. Non, Moi, mais je parle de... Ça m'intéresse. Oui, mais bien sûr. Non, mais là, je me mets dans la tête... Le refus de principe de la politique qui est devenu l'idéologie bien dominante sûr. aujourd'hui, il est ça. extrêmement politique. Exactement. Bien sûr. C'est quand même la clé de voûte de l'ordre social en ce moment. Cet apparent refus de la politique. Voilà. Non, mais c'est pour ça, mais peut-être qu'en s'attachant à un personnage, d'ailleurs, et moi je crois que surtout quand ce personnage a existé comme le vôtre, et là on peut revenir vraiment aux politiques, ça c'est sûr, mais il faut qu'il y ait un personnage touchant, quoi, qui touche, et qui soit pas, qui soit réinventé obligatoirement, il ne peut pas être réel, mais dont on sent la réalité. Et à ce moment-là, le pont peut vraiment exister. La littérature, c'est comme un feu, hein. On peut la nourrir de beaucoup de choses. Et donc après, je pense, parce que évidemment, en parlant d'intime, je pense au débat actuellement, les Enthoven, les déchirements, etc. Voilà, quand on jette en revanche les siens au feu, il faut être sacrément sûr de soi et du résultat. Voilà, c'est non, mais justement, ça vaut peut-être la peine, mais bon. Aucun de vos romans ne jette les siens au feu. Non. C'est pas l'objectif. Mais au contraire, c'est partant soit du politique, soit d'une histoire intime. C'est la rencontre entre les deux qui, à mon avis, a beaucoup d'intérêt. Parce qu'elle fait comprendre toute une dimension nouvelle du politique. C'est-à-dire, moi je suis d'accord avec Aude Lancelin, on nous dit tout le temps qu'au fond la politique ça n'a aucun intérêt. Évidemment que ça a un intérêt considérable, ça organise nos vies. Donc, mais maintenant en convaincre tout un chacun, c'est pas facile. Et je crois que la littérature de ce point de vue joue un rôle absolument fondamental. Je trouve que les livres de littérature sont beaucoup plus politiques que les livres politiques eux-mêmes. C'est ça que je veux dire, si vous voulez. J'ai connu François Hollande, pour ne pas le citer, très bien, parce qu'il était mon collègue de bureau dans un journal. Et je me souviens très bien qu'il me disait, moi je ne lis pas de littérature, je ne comprends pas pourquoi toi tu lis un roman par jour. Et je lui disais, moi parce que ça me nourrit, je ne vis qu'avec ça, moi c'est ça mon bonheur. Et lui il me disait, mais moi je lis des essais économiques, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus précis, ça renvoie beaucoup plus au réel. Je dis, mais pas du tout, pas du tout. Et voilà, on avait ce conflit il y a très très longtemps. Vous n'allez pas me réconcilier avec lui. Hein. Non, mais d'autres qui adorent la littérature. De Gaulle lisait beaucoup de romans, Pompidou lisait aussi pas mal de romans. En général, d'ailleurs, les chefs les présidents écrivains eux-mêmes aimaient quand même la littérature. Ça commence à dater. Ça commence à dater, j'allais le dire. Mais c'est un modèle, effectivement, qui commence à... On ne retrouve plus les pièces hors champ. Malheureusement, les modèles sont loin. Oui. C'est juste. En tout cas, Macron en parle. Oui, après. Mais en parler et en vivre, c'est pas la même chose. Non, mais je sais pas. Alors après, il y a une histoire de temps, mais quand même, je sais plus. Ça a été intéressant dans son grand discours au moment du confinement. Il me semble il a dit qu'il fallait lire des livres. Voilà, bon, c'était un peu normal. C'était gentil. Mais au moins, c'était dit. Ça mangeait pas de pain. D'accord. Il a dit qu'il fallait lire des livres, mais en même temps, il a accepté qu'on ferme les librairies, alors qu'on laissait ouverts les magasins de nourriture pour chiens. Je n'ai rien contre la nourriture pour chiens. Non, mais là, comme je ne suis pas un chien, je trouve que j'aurais préféré qu'on laisse ouvert les librairies, parce qu'on pouvait très bien aussi continuer. Il aurait dû saisir la balle au banc, là, parce que quand il y a eu une petite réclamation. C'est bien connu. Bon, voilà, nous allons donc ainsi terminer cette émission. Je voudrais donc vous repréciser les livres que dont nous avons discuté. Le livre de Aude Lancelin s'appelle La Fièvre, aux éditions des Liens qui libèrent. Le livre de Béatrice Commanger, Alger, rue des Bananiers, aux éditions Verdier. Le livre de Nicolas Dufour, L'espion de mon père, aux éditions Helvétius. Et le livre de Céline Debelle, Les grandes poupées, aux éditions Arléa. Alors maintenant, vous allez fermer votre télévision. Essayez de vous procurer ces livres. C'est vrai que c'est difficile, quelquefois, dans les librairies, d'aller voir, sous les livres les plus connus, les plus avancés, les plus soutenus par les médias, d'autres livres. Mais prenez cela, essayez de prendre cela, prenez un temps pour lire. Je vous assure, ça vaut le coup, on a du bonheur.